VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan cette semaine sur la tuerie de Charleston qui ravive pour la énième fois aux États-Unis les débats sur le fléau du racisme et les armes à feu. Barack Obama n'a pas mâché ses mots. Le racisme est dans l'ADN américain. Le président réagissait à la fusillade dans laquelle 9 Africains-Américains ont été abattus par un jeune suprématiste blanc. La question raciale revient donc sur le tapis avec la montée de groupes extrémistes, tout comme l'impossible contrôle des armes. Mais quoi faire maintenant? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. L'Amérique est encore sous le choc et tente donc de comprendre. Dans environ 3 minutes, 2 invités avec des points de vue opposés me rejoindront. Mais d'emblée, pour planter le décor, un survol des thèmes qui ont surgi après le drame de Charleston. Lionel Gaïma. Le président américain n'est pas passé par 4 chemins cette semaine pour dénoncer le problème du racisme aux États-Unis, peu après la fusillade de Charleston. Dans une interview accordée à la radio WTF, Barack Obama a même fait polémique en prononçant le mot tabou en haine. Il ne s'agit pas seulement de ne pas dire nègre en public parce que c'est impoli. Ce n'est pas à cela que l'on mesure si le racisme existe toujours ou pas. Ce n'est pas seulement une question de discrimination patente. C'est dans ce contexte de vive tension raciale marquée aussi par la brutalité policière dont se dit victime la communauté africaine-américaine que Dylann Roof a perpétré mercredi 17 juin à Charleston la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis. Le jeune homme de 21 ans a froidement abattu 9 paroissiens, tous africains-américains, à l'église Emmanuel, emblématique de la lutte contre l'esclavage dans l'État de la Caroline du Sud. Roof, un loup solitaire. La question se pose, mais pour le Southern Poverty Law Center, qui traque les mouvements extrémistes aux États-Unis, son acte témoigne de la montée des groupes racistes. Voici un jeune homme désenchanté, furieux de voir l'évolution démographique de notre pays, avec peut-être une population noire qui s'est fait remarquer à l'image du président des États-Unis. Il décide donc de faire connaître son mécontentement. Le Southern Poverty Law Center a répertorié en 2014 784 groupes qu'il qualifie de haineux aux États-Unis, dont un certain nombre favorables à la suprématie blanche. Sur un blog attribué à Dylann Roof, l'auteur du massacre de Charleston écrit s'être inspiré de l'un d'eux, le Council of Conservative Citizens. Toutefois, cette organisation a vite condamné la tuerie. L'autre problème que posent ces groupes dits patriotiques antigouvernementaux, leur farouche opposition au contrôle des armes à feu et leur soutien au puissant lobby des armes aux États-Unis, la NRA. Un sujet qui domine déjà la campagne pour la présidentielle de 2016. How many innocent people in our country? Encore combien d'innocents? Qu'il s'agisse d'enfants, de membres d'une église ou encore de spectateurs au cinéma, doivent mourir avant qu'on agisse. Nous élirons notre grand président des États-Unis d'Amérique et ce ne sera pas Hillary Rodham Clinton. La tragédie de Charleston a aussi ranimé le débat sur le drapeau confédéré, symbole du passé esclavagiste des États-Unis. Nous savons tout ce que ce drapeau symbolise, d'où son utilisation par les groupes haineux quand ils manifestent ou défilent dans la rue. Des grandes enseignes américaines ont déjà retiré le drapeau confédéré de la vente. L'État de Virginie envisage de l'interdire sur les plaques d'immatriculation de voitures, tandis qu'en Caroline du Sud, la gouverneure Nikki Haley a appelé son retrait du Parlement local. Mais comme contre les armes et la montée de la haine raciale, la bataille s'annonce longue. Autant de sujets qui font débat. Merci Lionel. Il est donc temps d'accueillir nos invités. Jared Taylor, porte-parole du Council of Conservative Citizens, ce groupe que nous avons mentionné dans le reportage, classifié comme l'un des groupes haineux par le Southern Poverty Law Center.
Jared Taylor est également fondateur du journal patriote American Renaissance. Il a également eu l'occasion de séjourner dans plusieurs pays de l'Afrique francophone où il a perfectionné notamment son français. Bienvenue sur le plateau de Washington Forum, Jared Taylor. Merci beaucoup. Et via Skype, professeur Amadou Koné de Georgetown University à Washington. Merci d'être avec nous, professeur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Jared Taylor, nous l'avons entendu tout à l'heure, l'organisation dont vous êtes le porte-parole a été nommée par le tueur présumé Dylann Roof. Il écrit dans un manifeste avoir parcouru votre site internet et réalisé qu'il y avait un problème. Le Council of Conservative Citizens se sent-il coupable de l'acte odieux commis par Dylann Roof? Non, tout d'abord, nous condamnons totalement ce qu'il a fait. Ça, là, il n'y a pas de problème. Je crois que sauf certains fous, tout le monde aux États-Unis condamne ce qu'il a fait. Cette tuerie absolument horrible. Pourtant, ce qu'il a trouvé sur notre site, c'était des faits qu'on trouve difficilement sur les crimes de violence entre noirs et blancs aux États-Unis. Et pour lui, c'était une grande surprise de trouver la vérité. Et le fait que la vérité sur ces crimes de violence soit cachée, ça, tout d'abord, ça, c'est une mauvaise chose. Mais ce jeune tueur laisse entendre qu'il s'est inspiré du message justement véhiculé par votre groupe. Le Council of Conservative Citizens propage-t-il un message de haine raciale? Absolument pas. Et il ne faut pas dire qu'il s'est inspiré. Il s'est informé. Oui, ça, là, je suis d'accord. Mais ce qu'il a fait avec ces faits-là n'a rien à voir avec les faits eux-mêmes. Imaginons que vous croyez que le problème de réchauffement climatique, c'est un grand problème. Alors imaginons aussi que quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec vous entre dans un siège de société pétrolière et tue toute la direction. Alors est-ce que ça veut dire que vos idées sont méchantes? Non. Ce que lui, il a fait, c'est méchant. Et ça, c'est pareil ici. Mais le Southern Poverty Law Center, je l'ai mentionné tout à l'heure, qualifie votre groupe comme un groupe haineux comprenant des suprémacistes blancs qui se battent contre la mixité. Vous répondez quoi? Le Southern Poverty Law Center, il dépense des milliers de dollars tous les ans pour chercher des gens avec qui ils sont en désaccord et eux, ils disent, alors voilà des gens haineux. Moi, je trouve ça absolument lamentable et d'autant plus, je trouve que les médias prennent au sérieux ce genre de propos aussi absolument lamentable. Donc, vous l'avez dit, vous condamnez sans équivoque la tuerie de Charleston. Absolument, oui. Professeur Koné, pensez-vous que le jeune Roof est un loup solitaire ou c'est quelqu'un qui a été manipulé, qui a été encouragé à passer à l'acte? Bien. Jusqu'ici, d'après les informations que nous avons, il n'est pas lié à un groupe précis. Mais cela ne veut rien dire. Et je ne suis absolument pas d'accord avec le monsieur qui participe à cette émission. Jared Taylor. Oui, de parler de faits, n'est-ce pas, de vérité. Je crois que ce sont des notions qui sont très relatives, n'est-ce pas? Les faits, il y a une façon de présenter les faits. Les faits ne se présentent pas de façon innocente, n'est-ce pas? Et nous voyons très clairement que la conséquence de la lecture des textes de ce groupe a influencé ce jeune homme, car il nous dit très précisément dans son manifeste que jusqu'à l'incident de Trayvon Martin, où ce jeune noir a été tué et qu'il y a eu des réactions, jusque-là, il n'était pas du tout raciste. Mais c'est après s'être informé, entre guillemets, de ce que ce genre de groupe a écrit, qu'il est devenu raciste et qu'il a commencé à Professeur Koné, nous avons compris, nous allons essayer justement de répondre aux questions très rapidement. Et d'ailleurs, je dois vous remercier, Jared Taylor, d'avoir accepté notre invitation pour répondre justement à ces questions, vous voyez, très directes. Et là, vous venez de l'entendre. Bon, vous avez parlé d'informer tout à l'heure, mais vous voyez que des gens ne sont pas d'accord. Le professeur Koné n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Donc, quel est le message finalement que vous véhiculez? Mais tout d'abord, si c'est un fait que tous les ans, il y a 500 000 actes de violence entre hommes noirs et blancs aux États-Unis. 500 000. Et parmi ces 500 000 actes de violence criminels, c'est les Noirs qui provoquent à peu près 85% de ces actes. Et les Blancs, c'est seulement 15%. Donc, il y a vraiment la énorme majorité d'actes de violence entre les deux races
sont provoqués par les Noirs. C'est quelque chose qu'on trouve pratiquement jamais dans le grand média. Et Roof, quand il a écrit son manifeste, il a dit qu'en tombant sur notre site, il s'est dit mais c'est étonnant parce que c'est contraire à tout ce qu'il avait entendu toute sa vie, notamment l'idée que les États-Unis c'est un pays raciste, comme dit le président, et donc toute la violence, ça va dans l'autre sens. Les hommes blancs agressent les Noirs, mais c'est le contraire. Absolument. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas ce que le président a dit. Il n'a pas dit que le racisme est juste dirigé sur les Noirs. Ce qu'il a dit, c'est que il faut reconnaître que le racisme existe toujours dans cette société américaine. Je ne nie pas qu'il y a du racisme, mais c'est énormément diminué. Nous avons un président noir, nous avons un ministre de justice noir, nous avons des Noirs sur la Cour suprême. Et aussi, je dirais aux professeurs, il y a des milliers de Noirs africains qui veulent venir aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que c'est un pays bourré de blancs racistes ou est-ce que c'est parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, professeur, certainement, il y a des commentateurs qui se demandent d'ailleurs si c'est bien Roof, lui, l'auteur du manifeste raciste découvert en ligne. C'est écrit dans un anglais parfait pour quelqu'un qui a très tôt quitté l'école. Et puis Roof, qui a également tenu des propos anti-juifs, a été pris en photo avec un débardeur aux couleurs de Gold's Gym. Ce qu'il ignore, c'est que Gold's Gym a été fondé par Joe Gold, un juif américain. Mais la question, professeur Koné, y a-t-il de nombreux autres Roofs dans ce pays, facilement influençables, à tel point qu'ils iront jusqu'à tuer des innocents? Malheureusement, il me semble que oui. Il me semble que tant qu'il y aura ce genre de discours qui est tenu par ce type d'association, il y a de fortes chances que des personnes, des jeunes gens, pas suffisamment mûrs, pas suffisamment formés intellectuellement, arrivent aux conclusions qui ont poussé ce jeune homme à aller commettre des crimes. Je reviens encore à cette allusion. Vous savez, il y a un type de discours qu'on comprend et qui pousse les gens d'un côté ou de l'autre. Le monsieur vient de dire, si les États-Unis étaient un pays raciste, il y a beaucoup de Noirs qui viennent. Je viens de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Moi aussi. Et je ne dis pas que les États-Unis sont un pays raciste. Il y a du racisme partout. Oui. Mais il faut reconnaître que malgré les grands progrès que les États-Unis ont faits depuis la lutte des droits civiques, le racisme existe toujours. Vous parlez... Toujours. Alors, en fait, le président Obama, ce qu'il a dit, il est d'avis que le racisme est dans l'ADN américain. Et puis, il y a le New York Times, Jared Taylor, qui affirme que les groupes suprémacistes et anti-gouvernementaux représenteraient aujourd'hui un danger plus grand que les islamistes radicaux aux États-Unis. Alors, il y a une certaine montée de l'extrémisme. Vous ne pouvez pas le nier. Tout d'abord... Malheureusement... écoutez... Ok, professeur Koné, on va laisser parler M. Jared Taylor. Il faut que je dise que je suis d'accord avec le professeur d'un certain point de vue. Moi, je crois qu'il y a d'autres personnes comme Roof qui pourraient faire ce genre d'actes absolument horribles. Et la raison pour laquelle, c'est parce que quand il arrive quelque chose comme ça, on répète toujours les vieilles histoires de l'esclavage, des lynchages, la ségrégation, etc., etc. On essaie de culpabiliser les jeunes blancs qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors, il y a un jeune blanc comme Dylan Roof. Alors, on lui dit toujours, alors vos ancêtres, c'était des méchants, des esclavagistes, etc., etc. Il y a certains blancs qui sont culpabilisés. Attendez, professeur. Il y a certains blancs qui sont culpabilisés, mais il y a certains blancs, comme un jeune comme lui, qui se disent « je n'avais rien avec ça, moi, ça me rend furieux d'être traité de raciste tout le temps ». Et comme le professeur vient de dire, juste avant ça, il avait des amis noirs, il n'avait rien fait de méchant à l'égard des Noirs. Mais toujours être traité de raciste, ça rend fou les gens. Ça rend fou les gens. Alors, il y a encore une fois, le Southern Poverty Law Center, qui affirme que depuis 20 ans, près d'une centaine d'attentats ont été commis par les mouvances d'extrême droite américaines, dont un tiers serait attribuable aux suprémacistes. Et même ailleurs dans le monde, les chiffres brossent un tableau similaire. L'islamisme radical serait à l'origine de 15% des attentats perpétrés par des loups solitaires, contre 17% pour l'extrême droite
et les suprémacistes blancs, en croire le service canadien du renseignement de sécurité. Alors, cela veut-il dire aussi qu'il y a une hausse du nombre de groupes extrémistes et ça implique forcément une hausse de la violence? Ce qu'il faut dire, les gens... Oui, enfin, depuis l'élection du président Obama, il y a eu un grand progrès qui a été fait et il faut admirer les États-Unis qu'il ait élu une personnalité qui est de la minorité et noire en plus dans un pays comme les États-Unis. Cela montre les progrès qui ont été faits et que je ne nie pas et que j'admire. Je dois m'excuser parce qu'on a quelques petits soucis de son avec le professeur Koné. Mais j'arrête. Pour répondre à votre question, oui. C'est le groupe Southern Poverty Law Center qui désigne tous ses opposants d'un point de vue politique des groupes haineux. Tout d'abord, ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement louche. Et vos chiffres-là, ça dépend de comment on compte certains groupes. Mais il faut ajouter encore quelque chose. Il y a 300 millions de personnes dans ce pays. Il y aura des excédés de toutes sortes. Mais les excédés islamistes sont surtout des immigrants. Il faudrait qu'il n'y en ait absolument pas d'excédés immigrants comme ça. Ça, c'est une faute de nos politiques d'immigration qui permettent ce genre de gens de venir aux États-Unis. Si les nombres sont égaux, ça veut dire que ce petit nombre d'islamiques qui sont venus aux États-Unis sont bien plus dangereux par tête d'habitants que les blancs qui sont extrêmement nombreux. Quand vous dites islamiques, vous parlez de musulmans, d'immigrants musulmans. Bon, ils ne sont pas tous islamistes, islamistes radicaux. Non, pas du tout. Mais s'il y a 6% de la population qui sont islamiques, et alors, il y a ce nombre de tentatives qui est peut-être égal aux tentatives faites par les Blancs, qui sont extrêmement nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Partout d'ailleurs, évidemment, il faut qu'il y ait un contrôle de l'immigration. Mais maintenant, tenir un message peut-être radical, c'est pourquoi je vous demandais dès le début, est-ce que c'est un message de haine raciale que votre groupe essaie de véhiculer? Non. Et alors, votre groupe s'oppose-t-il à l'administration Obama? C'est parce que vous avez des arguments solides contre cette administration ou est-ce tout simplement en raison de la couleur de la peau de l'actuel locataire de la Maison-Blanche? Non. La couleur de sa peau n'a rien à voir. C'est comme les justices de la Cour suprême. Il y a un noir. Il y a les ministres de justice, il est noir. Et si nous allons sur votre site, on ne va pas voir un tel message? Ah non, si. Parce que ce qui est important, il n'y a aucune haine raciale là-dedans. On constate que les Blancs sont en train de se diminuer. Mais quelles sont alors vos revendications? Parce que je ne comprends pas. Quelles sont vos revendications? Vous demandez quoi? Est-ce que la population blanche se sent victime, comme par exemple la population africaine-américaine peut vous dire qu'on est victime, que la population africaine-américaine est victime des brutalités policières? Alors, vous direz quoi? Vous êtes victime de quoi? Tout d'abord. Tous ces événements qui sont été dans les médias, l'affaire Trayvon Martin, l'affaire Michael Brown, l'affaire Eric Garner, ils sont des choses assez ambiguës et de sauter sur ces faits et dire « ah voilà du racisme ». Ça c'est une grande erreur des grands médias. Aussi, les Blancs... Peut-être là aussi, il faut attendre les résultats des enquêtes qui sont entreprises. Oui, et après le résultat des enquêtes, on trouve que c'est extrêmement ambigu. Mais au début, c'est toujours pris comme quelque chose de le racisme, etc. On fait une enquête et on trouve que ça n'a pas été le racisme du tout. C'est extrêmement ambigu. Ça arrive très souvent. Mais il y a autre chose. On va revenir. On va faire une petite pause. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours avec nous. Nous marquons une petite pause avant de retrouver nos invités. À venir également, les points de vue des Washingtoniens, de même que les commentaires Facebook. Washington Forum revient dans un instant. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur l'après-tuerie de Charleston. D'emblée, les commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Djenebou Mariko, l'arrivée d'Obama n'est qu'un bouc émissaire. On peut changer les lois, mais pas le cœur des gens. Le racisme est une réalité, mais les Noirs doivent continuer à dénoncer et lutter contre le racisme et la discrimination. Thierno Oumar Diallo de Guinée-Conakry, les autorités américaines doivent désarmer tous les citoyens. Le port d'armes doit être interdit pour mieux lutter contre le banditisme. Moi, je vois plutôt un problème de banditisme et non racial.
Fabrice Mouton-Chibang de Lubumbashi, RDC. Tant que les Américains détiennent les armes, ce combat entre hommes noirs et hommes blancs n'aura jamais de fin. Moudine Passoré, N'Djamena, Tchad, le racisme est un problème de culture aux États-Unis. Dylan Roof n'a été qu'une de leurs expressions. Ils se font appeler des rednecks dans des États comme le Wyoming. Au Texas, à Houston, durant mon séjour, au moins un taximan blanc sur 2 a refusé de me prendre parce que j'étais noir. Le combat de Martin Luther King Jr. n'est en réalité pas encore fini. À Edmonton, au Canada, Edmonton, j'ai vu des passagers descendre au prochain bus stop parce que j'étais à bord. Vous savez, le racisme existe partout. Voilà pour les points de vue de nos Facebookers. Et maintenant, qu'en pensent les habitants de la capitale américaine? Pour nous en parler, j'accueille Roger Muntu. Salut Roger. Salut Jacques. Oui, cette semaine, nous avons circulé dans Washington pour assister à une conversation communautaire sur les questions raciales, appelée aussi The Actor, a Continuing Talk on Race. Il s'agit d'une série de discussions organisées par la librairie Busboys and Poets. Le problème du racisme aux États-Unis est loin d'être résolu et le rêve que les hommes naissent égaux n'est toujours pas une réalité. Cette discussion portait sur le pardon. Le docteur Stacy est accusé de racisme sur les réseaux sociaux quand elle publie des sujets tels que « Les Noirs ne doivent jamais pardonner aux Blancs racistes ». Si vous croyez que les mouvements pour la suprématie blanche, le nationalisme blanc et le racisme des Blancs sont de mauvaises institutions qui doivent être détruites, alors quand je dis que ces systèmes sont impardonnables ou que les personnes noires ne devraient pas pardonner aux racistes blancs, cela ne devrait pas être un problème. Mais si vous avez individuellement un intérêt quelconque dans le maintien de ces systèmes diaboliques qui protègent et perpétuent votre privilège, dans ce cas, entendre une personne dire que les Noirs ne devraient pas pardonner à ces gens, cela va vous secouer. Le révérend Dexter, lui, pense que ce qui nous empêche de pardonner, c'est la colère, les émotions qui nous assaillent à chaque fois que l'on pense à l'offense que l'on a subie. Pardonner présente nombre d'avantages. Le pardon ne doit pas être imposé à quiconque. Le pardon est une décision personnelle et il est nécessaire dans une situation comme celle-ci. Pas pour oublier ou s'excuser, pas pour s'expliquer pour un comportement quelconque, mais le pardon est nécessaire pour nous libérer afin que nous puissions avancer dans ce combat noble. Erika ne partage pas l'idée des autres panélistes. Le pardon n'est pas nécessaire, dit-elle. Les Noirs doivent penser à eux-mêmes et accepter que la colère et la rage sont normales dans cette situation. Les Noirs ont besoin de leurs espaces. Les espaces d'émancipation émotionnelle sont des groupes réservés aux Noirs qui se rencontrent dans une communauté de guérison thérapeutique créée par l'Association des psychologues noirs. Ce sont des espaces où les Noirs peuvent venir apprendre davantage leur histoire et la vérité sur le système dans ce pays. À la fin de cette discussion, les panélistes ont pu répondre à quelques questions. Que puis-je faire en tant que jeune blanc pour appuyer les mouvements antiracistes? Écoute, travaille avec ta communauté blanche d'abord, organise-la, commence par expliquer aux membres de cette communauté l'importance de ce mouvement antiraciste. Voilà, Jacques, les panélistes ont aussi mentionné le fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream », quand il a dit « J'ai un rêve que mes 4 jeunes enfants soient un jour en mesure de vivre dans un pays où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur conduite. » Malheureusement, d'après eux, ce rêve n'est pas encore devenu réalité. Jacques. Merci bien, Roger. Nous retrouvons nos invités, professeur Amadou Koné de Georgetown University à Washington et avec moi sur ce plateau, Jared Taylor, porte-parole du Council of Conservative Citizens et fondateur du journal patriote American Renaissance. Alors, la tuerie de Charleston a ranimé un autre débat, le contrôle des armes à feu, des armes qui tuent environ 10 000 personnes chaque année aux États-Unis. 300 millions d'armes à feu seraient en circulation dans le pays. Jared Taylor, est-il temps d'une réforme en profondeur sur les armes dans ce pays? Là, je ne suis pas d'accord. Tout d'abord parce que c'est impossible. S'il y a déjà 300 millions d'armes en circulation, comment est-ce qu'on va contrôler ça? Moi, je crois que dans ce cas-ci, dans ce cas terrible, si on avait le droit de porter une arme cachée dans une église en Caroline du Sud, peut-être on aurait pu
tuer cet homme sur le champ. Je crois que ça, c'est la solution. Pour vos auditeurs, ça paraît être justement, là, ce que vous venez de dire, ça risque de choquer beaucoup de monde. Oui, et justement, en Afrique, les gens ne comprennent pas pourquoi ce pays est aussi armé. Alors, vous dites que c'est un problème. Le gouvernement peut faire voter une loi et donc c'est interdit. Et les gens retournent à ces armes. Comme quand on arrête la guerre dans certains pays en Afrique, c'est ce qu'ils font. Les taux de meurtre sont les plus élevés dans les villes en Amérique. On n'a pas le droit de porter une arme cachée. Non. Si on avait cette arme, si on avait la possibilité de se défendre, moi, je suis persuadé que les taux de criminalité baisseraient. Mais la question, est-ce que ce jeune homme aurait pu aussi facilement tuer 9 personnes, 9 innocents, s'il n'avait pas accès aussi facilement à des armes? Non, bien sûr que non. Et pour les fous ou les détraqués ou les drogués, il y a des systèmes pour éviter que ces gens-là obtiennent des armes. Mais ils n'auraient pas pu tuer ces 9 personnes s'il y avait un parmi eux qui était armé et qui l'aurait tiré dessus. Là aussi, c'est une solution. Bon, c'est vrai que ça fait partie de votre déclaration des droits. Donc, il faut... alors, professeur, je parlais de réforme. On a l'impression qu'évidemment, ça va prendre beaucoup de temps si éventuellement ça se fait. Est-ce que vous pensez que la NRA, la puissante association nationale des détenteurs d'armes, a-t-elle fini par monopoliser le débat, justement? Non, je crois qu'on a un petit problème de son avec le professeur. Alors, la NRA... Il monopolise le débat parce que la majorité d'Américains sont d'accord là-dessus. Voilà la situation. C'est une question de vraiment historique dans les Américains. La porte d'armes, c'est dans la DNA des Américains. Et pour extirper ça, ça serait une très difficile chose. Oui. Alors très rapidement, le temps passe très vite. La polémique a également gagné le drapeau confédéré, d'autant que le tueur Dylann Roof a posé en brandissant cet étendard, mais brûlant le drapeau des États-Unis. Pour beaucoup d'Américains, le drapeau confédéré est le symbole de l'héritage ségrégationniste et esclavagiste. Alors Jared Taylor, la question, est-il temps de ranger ce drapeau confédéré dans un musée comme le suggère Barack Obama? Non, effectivement, je crois que ce mouvement est par contre dangereux. Et voilà pourquoi. Pour tous les groupes aux États-Unis, pour toutes les ethnies, toutes les races, on dit c'est bien d'être fier de votre héritage, fier de vos ancêtres. Il y a une seule exception et c'est les Blancs, surtout les Blancs sudistes. Pour la plupart des Blancs sudistes, ce drapeau-là, c'est un symbole du courage de leurs ancêtres. En tout cas, c'est un débat que nous allons continuer, mais quand les gens vous disent c'est un héritage, oui, mais ça rappelle de mauvais souvenirs. Et là encore... Peut-être pour certaines personnes, mais pour les descendants de ces gens, et il ne faut pas oublier que c'était seulement peut-être 15% des habitants du Sud qui avaient des esclaves. Les autres étaient des citoyens comme tous les autres. Mais eux, ils sont battus courageusement pour leur patrie, et voilà la raison pour laquelle on admire ce drapeau. C'est un débat que nous allons continuer. Oui. Merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Hein, et donc voilà, merci à nos invités, Jared Taylor, et certainement il y aura une prochaine fois. Je l'espère parce que c'est un débat qui se poursuit. Donc Jared Taylor, porte-parole du Council of Conservative Citizens, et le professeur Amadou Koné de Georgetown University. Petit clin d'œil très rapide à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes confrères de Renaissance TV au Burundi. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.